Bonjour, ravi de vous retrouver au menu de votre petit-déj de l'actu ce matin. Une réforme qui peut en cacher une autre sur le front des retraites, les cheminots dans le viseur de la Cour des comptes et puis on reviendra sur l'offensive territoriale d'Emmanuel Macron qui déclare sa flamme aux maires et aux gilets jaunes. Voici le duel. Alexis Brézé, bonjour. Bonjour. Patron des rédactions du Figaro, Éric Decouty, bonjour. Bonjour Olivier. Éditorialiste. On commence avec le chiffre du jour qui s'invite dans le débat sur la réforme des retraites. Entre 8 milliards et 17 milliards d'euros de déficit pour le régime général des retraites en 2025. C'est ce que nous dit le rapport du Conseil d'orientation des retraites. 2025, c'est justement la date à laquelle doit commencer à s'appliquer le nouveau système par points voulu par Emmanuel Macron. Or, pour démarrer sur des bases saines, il avait dit qu'il ne faudra pas de déficit pour démarrer ce nouveau système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire une réforme dans la réforme. Et ça peut être explosif, Alexis. Oui, ça complique vraiment la tâche du gouvernement. D'un certain côté, on peut dire que finalement, ça aide le gouvernement, puisque ça montre la nécessité de faire Il faut une réforme des retraites, d'ailleurs, parce que sinon... c'est lui qui avait commandé ce rapport. C'est Édouard Philippe qui avait commandé ce rapport, plus exactement. Et le détail a son importance. C'est vrai. Donc on peut dire que ça aide. Mais la vérité, c'est que ça montre qu'il faut une réforme qui n'est pas celle qui est mise en œuvre et qui est lancée par le gouvernement. Alors c'est un peu compliqué. Il y a deux types de réformes. Il y a ce qu'on appelle les réformes paramétriques, destinées à faire des économies. Et puis il y a les réformes systémiques, destinées à faire qu'un système fonctionne mieux, plus fluide, plus juste. Emmanuel Macron, pendant la campagne, il dit qu'il n'y a pas besoin de réforme paramétrique pour faire des économies. Le but de la réforme n'est pas de faire des économies. Et à l'époque, François Fillon, par exemple, disait « Mais non, le sujet, c'est de faire des économies. Pourquoi faire une réforme si on ne fait pas d'économies ?» Non, disait Macron, ce n'est pas des économies. On va faire une réforme, un système à points, un grand truc... systémique. Et là, il se rend compte que déjà son affaire systémique, dont on pouvait penser qu'elle était séduisante et peut-être plus facile, en fait, est très difficile. Et s'il rajoute maintenant ce qu'on savait, en fait, ça dépendait au nez, l'idée qu'il faut en plus faire des économies. Donc rajouter une réforme qui en fait est compliquée, qui est une réforme systémique, la nécessité absolue et urgente de faire des économies, alors là, c'est la quadrature du cercle. Alors moi, je ne sais pas si ça va compliquer la situation du gouvernement. Déjà, il faut bien dire que ce rapport, il ne nous apprend pas des choses incroyables. C'était attendu, il est présenté comme le gouvernement, vous l'avez dit, Édouard Philippe l'avait commandé. Il y avait des chiffres qui étaient déjà annoncés dans la presse. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quant aux chiffres, entre 7 et 17 milliards, c'est pas non plus un océan, c'est pas un système. Le système, encore une fois, il faut bien le dire à tout le monde, le système des retraites n'est pas en danger aujourd'hui. Il n'y a pas un risque de cessation de paiement, il n'y a pas un risque de banqueroute. Le système, il y a une situation qui est compliquée, mais le système n'est pas, les retraites ne sont pas garanties. Il n'y a pas de risque de banqueroute, mais il y a juste la certitude que si on fait rien, les gens toucheront moins de retraite. Donc bon, comme elles sont déjà pas bien élevées, aujourd'hui, les retraités actuels et les retraités à venir, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent exagérément. L'État, d'ailleurs, est souvent là pour, quand il y a des difficultés, pour abonder. Donc, encore une fois, ce qui ne veut pas dire que la situation n'est pas préoccupante, mais en tous les cas, elle n'est pas dramatique et elle n'est pas surprenante. Il n'y a pas de nouveauté réelle. Il y a une nécessité, et ça vous l'avez dit, je suis vraiment d'accord avec vous, c'est que le gouvernement, en tous les cas, Emmanuel Macron, il y a 2 ans, il s'est trompé, ou en tous les cas, il a triché. Parce que la réforme qu'il préconisait, celle de dire il ne faudra pas toucher au financement, pas de réforme, il faut une réforme systémique et ça suffira, là, c'était une erreur. C'est une erreur extrême qui, aujourd'hui, il est rattrapé par cette erreur. Et aujourd'hui, il est confronté à une situation qui est compliquée, c'est qu'il y a, on le sait tous, dans quelques jours, il y a un grand mouvement social qui s'annonce. Et c'est là où la situation est compliquée, parce qu'a priori, on pourrait presque penser que la situation aujourd'hui, le rapport du corps, va dans le sens du gouvernement d'Édouard Philippe en disant il faut resserrer les boulons. Or, resserrer les boulons, oui, parce que le corps le préconise, mais aussi, la difficulté, c'est qu'il y a un mouvement social qui s'annonce et il est pris entre le fer et le justement, c'est la question qu'on se pose. Vous disiez, la précision a son importance. C'est Édouard Philippe qui a commandé ce rapport. Est-ce qu'il tord un peu le bras à Emmanuel Macron dans cette histoire par ce rapport ? Au début du quinquennat Macron donc fait campagne en disant il ne faut pas faire des économies. Édouard Philippe, qui gère les comptes, dit si, il faut des économies. Et donc, pour convaincre qu'on va faire des économies, il dit qu'il y a nécessité de faire des économies, il dit on va ressaisir le corps qui va redire ce que tout le monde sait. Les gens vivent de plus en plus vieux, il n'y a pas plus d'actifs. Si on vit plus vieux qu'il n'y a pas plus d'actifs, il faut travailler plus longtemps. Tout ça, c'est d'une évidence absolue. Et ça, Macron le savait pendant la campagne. Et moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi est-ce qu'il a
il n'a pas voulu aborder le sujet sous cet angle. Je pense que d'abord, il y a un péché d'orgueil. C'est, je ne vais pas faire le truc comme tout le monde, on fait travailler 1 an de plus, parce qu'au fond, il suffit de faire travailler les gens 1 an de plus tous les 5 ans, et en disant, on va rattraper un peu les régimes spéciaux, ils feront 2 ans de plus, ou 1 an et demi de plus, et puis tous les 5 ans, on recommence, et comme ça, on y arrive. Et je pense donc, il a dit, non, moi, je ne suis pas comme les autres, je ne vais pas faire la petite réforme, je vais faire la grande réforme géniale qui va s'équilibrer. Et puis, il y a un peu de démagogie aussi, parce qu'il n'a pas voulu dire aux gens pendant la campagne, il va falloir travailler un peu plus longtemps. Il a dit, on va faire une réforme systémique qui va être plus juste. C'est plus sympathique à entendre. Mais en fait, c'est plus compliqué à réaliser. Oui, pour pondérer ça, c'est quand même aussi, il y a un souci d'équité. Parce qu'il y a une légitime nécessité d'équité dans le système de retraite. Il y a 42 ou 43 régimes de retraite. Ça participait de cette volonté-là. Mais je pense que, malgré tout, il y a une erreur majeure aussi d'Emmanuel Macron, c'est la précipitation. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce système d'équité, un seul régime général, ça n'est pas possible. En tous les cas, ça n'est pas possible à cette marche forcée. Oui. En tous les cas, c'est pas possible dans un temps court. C'est une usine à gaz qui nécessitera réduire 42 régimes à un seul. Finalement, c'est plus compliqué, politiquement plus coûteux que de dire aux gens vous allez travailler 1 an ou 2 ans de plus. Il aurait sans doute dit, il aurait dû prendre le taureau par les cornes dès le début et dire il faut travailler un peu plus longtemps. Voilà. C'est bête. Alors, ce Conseil d'orientation des retraites, il ne fait pas seulement que constater ou annoncer le déficit, il propose aussi des recommandations pour l'éviter éventuellement. Il n'y a pas 36 leviers, c'est toujours les mêmes. Augmenter le niveau des cotisations. Baisser le niveau des pensions, ces deux-là, a priori, sont écartés parce que c'est politiquement intenable, ou passer l'âge du taux plein à 64 ans. Alors là, ce qui est intéressant, on va regarder sur les projections de génération, parce que Emmanuel Macron a quand même fait une promesse sur cette réforme. Il a dit aux retraités qui seraient à la retraite dans les 5 ans, vous ne serez pas concernés. Sauf qu'ils seront en plein concernés. Génération de 59 à 63, il va falloir augmenter petit à petit l'âge de départ. Et vous voyez, en 63, on passera de 63 ans pour partir à la retraite à 64,4 ans. Ça, politiquement, c'est explosif pour lui? Ça ne serait pas explosif s'il avait commencé par dire ça. Ça devient explosif à partir du moment où il y a en plus la grande réforme systémique dont on se rend compte qu'elle met tout le monde... En fait, c'est une réforme qui lui met tout le monde contre lui. Et donc, au lieu de se dire, on va se concentrer sur les régimes spéciaux, on parlera de la SNCF tout à l'heure, et puis pour les autres, on va faire quelques petits ajustements, il fait peur à tout le monde et personne se dit, mais tout le monde se dit, mais quelle sauce on va être mangé. Et se rajoute à ça, maintenant, la nécessité de faire des économies. Il aurait mieux fait de le dire d'entrée de jeu. Cela dit, s'il ne l'a pas dit d'entrée de jeu, c'est parce qu'il voulait briser l'union syndicale contre sa réforme, peut-être, en ayant la CFDT de son côté. Sauf que là, la CFDT, si on part sur des réformes dites paramétriques, elle n'est plus d'accord. C'est-à-dire qu'il risque de perdre tout le monde. Là où je suis d'accord avec Alexis, c'est qu'aujourd'hui, il se retrouve avec quasiment tout le monde à dos. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette réforme des retraites, ça participe aussi, il y a une volonté politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir à l'aune de critères budgétaires, à l'aune de critères financiers. C'est important, c'est évident, mais aussi, il y a une volonté politique. Les retraites, c'est un acquis 1945, c'est quelque chose... Oui, mais si c'est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une parole politique qui manque et que, oui, il faut que les Français prennent conscience qu'il faudra travailler plus. Nous vivons plus longtemps et c'est tant mieux. Il y a une difficulté, il y a des difficultés, mais ça participe aussi d'une volonté politique. Qu'est-ce qu'on veut? Quand on regarde l'âge de départ de la retraite dans tous les pays d'Europe, il est bien plus tardif que le nôtre. Enfin, c'est pas une volonté politique, il n'y a pas une volonté idéologique du néolibéralisme de réduire les avantages d'eux. Non, simplement, on vit plus longtemps. Si on veut que les gens touchent les mêmes retraites, il faut travailler plus longtemps. C'est tout bête. Mais encore faut-il avoir le courage de le dire. Et c'est vrai que cette réforme systémique très compliquée est à côté du sujet. En tout cas, ça va compliquer effectivement le bras de fer avec les syndicats, la fameuse grève, et notamment celle des cheminots le 5 décembre. D'ailleurs, il y a un autre rapport qui semble préparer ce bras de fer du 5 décembre, un rapport qui tombe à point nommé, en tout cas pour discréditer le mouvement des cheminots. La Cour des comptes qui étrille la gestion du personnel de la SNCF. Alors la Cour des comptes dit pêle-mêle, il y a trop de primes, trop régulières, trop d'absentéisme et d'ailleurs trop de salariés. Votre avis sur le contenu de ce rapport de la Cour des comptes et puis sur le timing aussi? Deux choses, vous l'avez dit, Olivier, ça tombe bien quand même. Hein, ce rapport, il tombe bien. Alors, je ne suis pas du tout complotiste, mais en tous les cas, il tombe assez opportunément à la veille du mouvement. Après, là aussi, c'est comme pour le rapport du corps. On n'a pas de vraie surprise. On s'attend à peu près à ce genre de choses. Ça veut dire, me semble-t-il, que la SNCF, si on veut que ce soit une entreprise à peu près comme les autres, eh bien, il faut qu'on accepte une gestion à peu près comme une entreprise privée. Et on voit bien là qu'il y a une gestion qui, pour le coup, mais depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui a un certain nombre de dérives politiques, je ne sais pas, en tous les cas, il y a une gestion, il y a une mauvaise gestion. En tous les cas, il y a des choses qui sont, même si c'est 200 millions, prenons cet exemple-là dans le rapport que j'ai. 220 millions, ça c'est pour les tarifs réduits pour les cheminots. Oui, les tarifs réduits pour les cheminots, avec la double peine, ce qui fait qu'il y a les tarifs réduits pour les cheminots, et en même temps, il n'y a pas assez de place pour les gens qui veulent prendre le train à taux plein. Alors, 200 millions, c'est pas
énorme, mais c'est symbolique en tous les cas d'une entreprise. Si on veut que cette entreprise fasse face à la concurrence, eh ben elle soit gérée comme une entreprise privée. Oui. Alexis. La Cour des comptes, c'est pas une officine ultra-libérale, hein, c'est pas un think tank patronal, c'est de hauts fonctionnaires. C'est pas des ultras. Ils disent ce que tout le monde sait, c'est que au fond, depuis 1945, la SNCF était affermée à la CGT, qu'il y a des avantages absolument effarants qui sont consentis aux cheminots, qu'à une époque c'était possible, qu'aujourd'hui on se rend compte que la SNCF souffre d'un déficit de productivité, de rentabilité, et donc à la fin de service aux clients, parce que tout l'argent qui est dépensé pour tous ces avantages, pour la non-polyvalence des agents, pour tous ces trucs-là, à la fin c'est des services en moins pour les clients, et à la fin c'est des gens en moins, notamment dans les trains. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la masse salariale a augmenté. La masse salariale a augmenté de façon considérable et on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes d'effectifs sur les cheminots. Quand on parlait des questions de sécurité avec un seul, c'est des questions. Alors la masse salariale parce qu'ils travaillent très peu, parce qu'ils ne sont pas polyvalents, parce qu'ils partent à la retraite à 52 ans. Et peut-être et l'absentéisme qui a augmenté 19 jours par agent en 2017. 19 jours par agent, ça fait presque 4 semaines. Ça nous renvoie à la difficulté et souvent la lâcheté des gouvernants face à ce problème. Ce qu'on est en train de vivre là, il y avait une réforme en 2016, on parle de le rapport insiste beaucoup sur la non-polyvalence des agents qui ne peuvent faire qu'un seul truc, etc. Guillaume Pépi avait essayé de changer les choses. Et puis, c'était sous Hollande. Et puis, évidemment, les cheminots menaçaient de faire grève. Il y avait l'euro de foot 2016. Et donc on a dit, oh là, on ne peut pas se payer une grève, et on a tout lâché. Et la Cour des comptes dit, mais depuis 2016, les choses se sont empirées. Et là, on arrive à la réforme des retraites, et Emmanuel Macron est en train de dire, non mais, bon, la réforme, il faut la faire, hein, mais bon, évidemment, pour les cheminots, c'est plus compliqué, on ne va pas attendre, on va faire la clause du grand-père, parce qu'ils ont passé un contrat avec la nation, comme tout le monde, les salariés du privé aussi, et les profs aussi, etc. Donc on est en train de se rendre compte, là encore, que le risque aujourd'hui, c'est de continuer à pérenniser ce système, continuer à donner des avantages dont la Cour des comptes, qui je rappelle n'est vraiment pas composée d'ultra, nous dit qu'ils sont plus supportables. Cela dit, elle est peut-être un peu politique dans son timing, là, quand même. Vous n'êtes pas naïf non plus, Alexis. Non, mais la Cour des comptes, elle fait des rapports tout le temps. Oui, enfin, il y a ceux qu'on met en avant et puis ceux qu'on oublie. Voilà. Mais c'est nous qui les mettons en avant. Nous, parce qu'on sait qu'il y a la réforme des retraites et qu'il y a la grève le 5 décembre. Et évidemment, on dit, mais c'est pas possible. Les non, quand bien même, ce rapport tombe bien, et on ne peut pas contester ça. Ça tombe bien à la veille du mouvement social pour discréditer un petit peu le mouvement social. Il n'empêche qu'il y a des réalités, il y a des faits. Et encore une fois, ces faits-là, ils ne tombent pas du ciel. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà et qui était plus ou moins su par tous sur tous les aspects. Le message d'Emmanuel Macron, gilet jaune, je vous ai compris et vous m'avez un peu ouvert les yeux. C'était hier soir à l'Élysée, écoutez-le. Au-delà des revendications auxquelles nous avons apporté des réponses, les Français, en sortant de chez eux et en se réunissant sur des ronds-points, ont au fond redécouvert dans bien des endroits la fraternité, la chaleur des liens humains, de l'échange, de l'entraide. D'aucuns ont perverti cela, et eux n'y cherchent que l'anomie ou la violence solitaire. Mais je ne veux pas oublier ce mouvement spontané aussi, qui est celui que vous avez su percevoir et qui, au cœur de la politique que nous voulons désormais conduire, est essentiel. Allez, Emmanuel Macron qui s'inspire désormais des gilets jaunes pour sa politique. Ça vous inspire quoi? Ça vous fait sourire? Non, c'est beau, ça tirait les larmes, cette découverte de la fraternité, etc. Après, d'abord, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. C'est pas absolument faux. Et deuxièmement, s'il avait dit Gilets jaunes, c'est honteux ce que vous avez fait, on aurait dit il met de l'huile sur le feu. Donc il y a une part d'exercice imposé qui fait un peu sourire, mais au fond il a raison. Le but du jeu, il ne va pas se rajouter le front aujourd'hui des Gilets jaunes à tous les fronts qu'il a. Et la journée du week-end d'1 an montre que bon, le mouvement n'a pas trop l'air en train de repartir. Il faut surtout pas, donc il apaise, il dit je vous ai compris, je vous ai entendu, grâce à vous j'ai changé, l'acte 2, blablabla. Bon. On n'est pas obligé d'être dupe, mais il a raison de faire ça. Oui, il a raison. En même temps, ça veut dire qu'il n'avait rien compris. Ça révèle aussi, on parlera des maires peut-être tout à l'heure, à quel point, dans sa première partie, il était déconnecté de la réalité. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, même au-delà de son exacerbation, dans la réalité de ce que vivaient les Français, dans la réalité aux origines du mouvement, il y avait une méconnaissance de la part de ce gouvernement, et d'Emmanuel Macron en particulier, de la réalité du terrain. Combien d'observateurs, et nous aussi, les journalistes, on était allés le voir, on disait cette réalité-là. Il a fallu qu'il attende
attendent le mouvement des Gilets jaunes pour découvrir la réalité, notamment de cette France rurale, de cette France périphérique, de ces classes moyennes paupérisées. Et ça, je trouve que cette révélation en disant « je vous ai compris aujourd'hui parce que vous êtes venus sur les ronds-points », ça révèle à quel point, dans la première partie, il était déconnecté de la réalité. Oui, mais il vaut mieux changer en bien que persévérer dans l'erreur. Non, je ne dis pas ça, mais en tous les cas, ça révèle ce constat-là. Un mot quand même sur, j'allais dire, le niveau de vocabulaire. On est habitué avec Emmanuel Macron. Il a décidé d'assumer. Il adore ça, ça se voit. Enfin, il parle aux Gilets jaunes, il parle d'anomie, un peu plus loin, il parlait de nihilisme aussi. C'est vrai que c'est assez lyrique, c'est presque une poésie quand on l'écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, en fait, tout le monde l'entend quand on l'écoute. Pareil, ça peut faire sourire. Moi, je trouve qu'on s'est quand même souvent plaint des hommes politiques qui avaient 2000 mots de vocabulaire et qui bredouillaient des trucs sans intérêt. Qu'un responsable politique ait un vocabulaire un peu précis, moi, ça me choque pas. Après, on ne juge pas les gens sur ce qu'ils disent, on juge les gens sur ce qu'ils font. La politique, c'est pas de parler. Certes, la parole a son importance, si, mais... c'est important de parler. Mais c'est important de parler, mais malgré tout, et ce que les Gilets jaunes attendent, on le voit d'ailleurs dans le soutien dont le mouvement des Gilets jaunes continue de bénéficier dans l'opinion. Aujourd'hui, le mouvement continue d'être populaire, les gens continuent de dire « on nous a pas assez entendus ». Donc ce qu'ils attendent, c'est des réponses. La parole fait partie des réponses, mais la parole n'est pas la réponse. Moi, sur la parole, je trouve que c'est pas, on n'est pas peuple en croyant qu'on fait peuple. Donc il emploie son vocabulaire, c'est pas un vocabulaire qui est surfait, c'est son vocabulaire naturel. Moi, je trouve ça plutôt sain. On parle avec les mots qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, vous parliez de la rencontre avec les maires. Effectivement, il s'agit de renouer le fil avec cette fameuse France d'en bas. Il va inaugurer aujourd'hui solennellement le congrès des maires de France. Ça peut paraître, j'allais dire, assez classique, sauf que l'an dernier, il n'était même pas allé à ce congrès des maires. Et il a retenu la leçon? Ça y est, oui, évidemment, c'est toujours la même histoire, c'est l'histoire post-Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont une césure fondamentale dans l'histoire du quinquennat de Macron. Et politiquement pour la société française. Et pour lui, c'est vrai que ça l'a ébranlé, cette affaire-là. Et donc, il essaie maintenant d'en tirer un certain nombre de leçons. Et une des leçons, c'est qu'il était bien content de trouver les maires à l'issue de l'affaire des Gilets jaunes pour organiser son grand débat qui a quand même permis d'étaler l'affaire. Maintenant, il va essayer de mieux s'entendre avec les maires qui, de leur côté, sont quand même moins inquiets qu'avant. Une des grandes inquiétudes des maires autrefois vis-à-vis de Macron et d'En Marche, c'était il va nous envoyer des gars partout, qui vont gagner partout, qui vont nous déloger partout. Maintenant, en gros, les maires ont compris qu'En Marche n'avait pas de candidat, pas de bons candidats, et donc tout le monde est plus tranquille, plus serein, donc ça devrait nettement mieux se passer. Après, il y a les questions financières, notamment les histoires de la taxe d'habitation, ça c'est pas résolu, et ça continue d'énerver les maires, ça pour le coup, parce que c'est comment ils font tourner leur budget. Alors, d'accord. Il a compris les maires aussi, mais encore une fois, c'est comme pour les Gilets jaunes, et c'est comme pour les retraites, c'est quel départ raté. Quel départ raté. C'est-à-dire que, encore une fois, on revient aux fautes originelles, c'est-à-dire qu'au début, il est élu en disant « les maires, je n'ai pas besoin de vous, je me moque je n'ai pas besoin de ce territoire ». Et il ne va pas en 2018, mais les 2 années précédentes, il avait fait preuve de quasi-mépris à l'égard de ses maires. Et il a compris, un peu tard, il a compris que c'était essentiel à tout point de vue. C'est essentiel, les maires. C'est le tissu de la France. C'est le lien avec les Français. Il va peut-être parler on dit qu'il va peut-être parler de communautarisme aujourd'hui, de laïcité. Enfin, il a compris que c'était aussi un élément fondamental du combat contre le communautarisme. Donc, il découvre aujourd'hui, peut-être un peu tard, c'est à voir, que les maires, c'était le premier lien avec les Français. Vous faites un lien entre, j'allais dire, le lien avec les territoires et la possibilité de discourir sur le communautarisme et la laïcité ? Oui, parce qu'il y a 2 points. C'est-à-dire qu'on l'a vu, encore une fois, les maires, ce sont les premiers qui sont en contact avec le terrain, qu'ils soient locaux ou des quartiers. C'est eux qui sont les premiers à pouvoir combattre le communautarisme. Et parfois aussi, parce qu'il y a eu des projets, aussi à en être des alliés objectifs par le clientélisme. Donc, en tous les cas, aujourd'hui, ça passe aussi par cette relation avec les maires pour combattre le communautarisme, c'est évident. Et les maires, ils sont aussi en demande de soutien de l'État et de présence de l'État. Donc, évidemment, le discours du président de la République qui incarne l'État aux maires, c'est aussi de dire l'État est là, l'État va faire respecter un certain nombre de règles, parmi lesquelles celle de la laïcité. Encore faut-il trouver les bons points d'appui. S'il leur dit, comme on laisse entendre, qu'on va assurer un meilleur contrôle par les préfets des décisions des maires pour éviter le communautarisme, c'est pas forcément une mauvaise mesure, mais je suis pas sûr que les maires soient enthousiastes de l'idée qu'on dise que les préfets vont passer derrière leurs décisions éventuellement pour les abroger. C'était un des enseignements qu'il avait tiré du mouvement des Gilets jaunes à l'issue du grand débat. Il avait dit qu'il faudrait un nouvel acte de décentralisation dès 2020. 2020, c'est l'année prochaine. Il est très attendu là-dessus. Il faut qu'il fasse quelque chose, un geste fort. Qu'est-ce qu'il pourrait annoncer pour aller plus loin dans la décentralisation en France ?
Je pense déjà, ça commence par la considération. Commencer par la considération. Parce que les maires, c'est une chose. Ils ne veulent pas que ça, les maires. Ils veulent les moyens de développer localement. Il y a les maires et il y a aussi les autres élus. Parce que les conseils généraux, les anciens conseils généraux, les départements, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout sur la ligne apaisée sur laquelle sont les maires aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut que les maires aient plus de responsabilités, plus de pouvoir, plus de considération. Des moyens financiers aussi, vous l'avez dit Alexis, c'est important parce que c'est politiquement plus apaisé que ça ne l'était il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais financièrement, la situation est extrêmement tendue. C'est-à-dire qu'il y a des maires qui sont, et dans les petites communes en particulier, qui sont exempts, qui n'ont pas les moyens d'animer une politique. Et donc quoi, ça peut être quoi l'annonce du jour? Non, mais moi je ne crois pas à une histoire de mécano, de décentralisation, tout ça. Je pense d'abord c'est trop tard, puis ça n'intéresse fondamentalement pas les gens. Non, les maires ils disent juste arrêtez de nous retirer nos ressources, arrêtez de nous demander des économies. Il faudrait que l'État en fasse lui-même de temps en temps et de nous mettre des trucs sur le dos qu'on ne peut plus financer, de nous prendre nos ressources, notamment la fameuse taxe d'habitation. C'est tout bête. Un maire, c'est pas compliqué, ça a un budget, il faut qu'il équilibre son budget. En plus, il est obligé de l'équilibrer. Si on lui prend ses ressources, qu'on l'oblige à augmenter les impôts, il se fait engueuler par ses électeurs, il ne peut pas non plus le faire indéfiniment. Donc il dit à l'État, prenez aussi votre part du fardeau, faites des efforts. L'émotion est toujours vive ce matin à Mirepoix-sur-Tarn, après l'effondrement d'un pont qui a fait 2 morts, un drame qui remet à la une le mauvais état général des infrastructures de transport en France, même si ce pont n'était pas forcément dans ce type de catégorie. On va retrouver Anne-Sophie Châtenay pour LCI à Mirepoix-sur-Tarn. Bonjour Anne-Sophie, on en est où de l'enquête ce matin ? Alors les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle qui sont en charge de l'enquête viennent tout juste de revenir sur les lieux. Les secours, eux, sont attendus en début d'après-midi. Le maire de Mirepoix-sur-Tarn nous expliquait qu'en fait, ils vont tenter d'amarrer le poids lourd qui est toujours sous l'eau à plus de 3 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de l'attacher, de le stabiliser avec des cordes pour éviter que le poids lourd bouge sous l'eau. Ensuite, dans un second temps, pourra commencer le travail de l'extraction de ce poids lourd qui est évidemment essentiel pour les enquêteurs car en fait c'est grâce à cette extraction qu'ils vont pouvoir déterminer le tonnage exact de ce camion et aussi déterminer ce qu'il transportait précisément sur sa remorque. C'est grâce à cette extraction qu'on pourra savoir s'il pesait vraiment beaucoup plus que 19 tonnes comme certains l'affirment, par exemple comme le maire de Mirepoix-sur-Tarn. Mais ce travail d'extraction s'annonce compliqué car de forts courants agitent actuellement le Tarn et les barges du Tarn sont également extrêmement étroites. Anne-Sophie Châtenay en direct de Mirepoix-sur-Tarn, merci. Le maire de Mirepoix qui parle effectivement d'un véhicule de 40 tonnes. On est quand même 2 fois le poids autorisé sur ce pont. Une réaction à ce drame. Si c'est le cas, si le camion est 2 fois plus lourd que le poids autorisé, c'est pas un problème d'infrastructure. C'est un problème du gars. Même s'il y a quand même des rapports. Peut-être c'est un problème de signalisation, etc. Ouais. Même s'il y a quand même des rapports qui montrent aujourd'hui à cette occasion-là qu'il y a peut-être un problème général. C'est peut-être pas le cas là, mais peut-être qu'il faut quand même réviser. Moi, je suis pas spécialiste des ponts, mais quand on voit l'état des routes, des ronds-points, des routes départementales, des routes que, franchement, en France, on est plutôt très bien lotis par rapport à tous nos voisins européens. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis. Bon, alors après les ponts, j'en sais rien, mais il ne faut pas dire que les systèmes routiers laissés à l'abandon en France. J'ai entendu dire qu'on était dans ce pays du tiers-monde. Non, c'est pas vrai. Partout, c'est pas vrai. Pour se promener en France, oui, effectivement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Moi, je suis pareil, je ne suis pas un spécialiste des infrastructures routières, mais quand on se promène en France, on n'a pas l'impression d'être dans un pays à l'abandon. Au contraire, je pense même que peut-être quelques ronds-points en moins. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des points particuliers. Mais les ronds-points s'effondrent rarement, Alexis. Non, ils ne s'effondrent pas, mais écoute, peut-être qu'ils vont faire un peu moins de ronds-points et solidifier les ponts. Peut-être, j'en sais rien. Les nouveaux acteurs de l'économie numérique s'invitent aux Jeux Olympiques. La plateforme de location entre particuliers Airbnb vient de signer un énorme partenariat de sponsoring avec le CIO. Alors, quelle est la logique ? Écoutez ce que disent les communicants du CIO. C'est assez magnifique. Airbnb veut un monde où l'on se sente partout chez soi. C'est exactement dans l'esprit olympique. C'est pas du tout du goût de la maire de Paris qui a fait connaître sa réprobation. Votre avis sur ça ? Évidemment, ça pose problème aux hôteliers. Il va y avoir les JO à Paris et on est en train d'expliquer que le CIO est en train d'ouvrir la voie à tous les visiteurs pour qu'ils aillent chez les particuliers et pas dans les hôtels. Il y a un problème de cohérence. On a combattu Total là maintenant il y a Airbnb. En même temps, le CIO, c'est un organisme qui cherche des sponsors. Il faut bien financer ces Jeux Olympiques. C'est-à-dire que là, on est dans un système qui se contredit. Oui, Hidalgo avait déjà effectivement récusé Total parce que c'est pas vert. Maintenant, Airbnb, je ne défends pas du tout Airbnb. Il y a plein de problèmes à Airbnb qu'il faut régler par ailleurs. Mais on ne va pas financer les JO uniquement avec Naturalia et c'est bio, c'est bon. Il y a un moment, il faut des boîtes. Alors, même si c'était formidable, mais ça ne ferait pas assez d'argent. Ça ne ferait pas assez d'argent. Ouais. Donc,
Enfin, à mon avis, il y a deux sujets, la question du sponsoring des Jeux Olympiques et la question de gestion des activités d'Airbnb à Paris, d'ailleurs dans toutes les villes de France et d'Europe. Et là, il faut être beaucoup plus sévère, parce que c'est vrai que ça pose plein de problèmes. Mais ces deux sujets, et il vaut mieux traiter vraiment la question de combien de jours on a le droit de louer son appartement en Airbnb, je crois qu'on est à 120, et c'est trop, bon, ça peut se gérer. Bon, l'histoire de sponsor, il faut bien que l'argent quelque part. Airbnb se paye une campagne de publicité absolument incroyable. Ah oui. Du coup, c'est une il faut promotion réglementer l'activité d'Airbnb. On démissionne dans la réglementation de l'activité, et après on fait des moulinets sur des histoires de sponsoring. C'est le contraire qu'il faut faire. Mais vous dites c'est absolument pas lié. Cela dit, on peut considérer que l'esprit olympique appartient à quelque chose qui ne devrait pas être nécessairement marchand. Non, c'est une... L'esprit olympique, c'est comme la Coupe du Monde de football. Ça fait partie, c'est des organisations qui brassent des sommes absolument colossales et qui ne sont pas, qui n'ont pas comme rentrée que les seuls tickets des stades. Donc c'est le financement. La Fédération internationale de football, c'est la puissance la plus riche au monde. Le CIO, c'est pareil. C'est de l'argent. Oui, si c'est pas les sponsors qui paient, c'est les Parisiens qui vont payer. Les Franciliens, ils n'ont pas du tout envie de payer. C'est un vrai défi de pas que ça coûte pas aux citoyens cette affaire-là. C'est très difficile d'équilibrer des JO. Mais si on commence à dire tous les sponsors on n'en veut pas parce qu'ils sont pas ceux. Il fallait pas faire les JO à ce moment-là. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Merci messieurs. Vous restez avec nous dans la deuxième partie. On revient sur ce rapport du Conseil d'orientation des retraites. C'est pas très sexy dit comme ça, mais en réalité ça vous concerne tous aujourd'hui ou demain ou après-demain parce que il y va de la réforme des retraites et de la possibilité d'une autre réforme dans la réforme. Vous allez tout comprendre juste après. À tout de suite. Galzier, deuxième partie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Une réforme peut-elle en cacher une autre? C'est un peu le sentiment qu'on a ce matin à la lecture du rapport du Conseil d'orientation des retraites. Ces recommandations sont sans appel. Elles ne vont pas forcément dans le sens de la promesse du chef de l'État de ne rien toucher pour ceux qui sont actuellement sur le marché du travail. Alors qui est concerné potentiellement et pour quelles conséquences? On va voir ça avec nos invités. Céline Derzelletti, bonjour. Vous êtes la secrétaire confédérale de la CGT. Pascal Perry, bonjour. Éditorialiste bien connu de notre antenne et auteur de cet ouvrage Retraite, la dernière chance, la réforme ou le chaos. Sacha Houlier, bonjour. Député La République En Marche de la Vienne. Guillaume Quéroux, bonjour. Président du Club des entrepreneurs et de la Fédération européenne du portage salarial. C'est donc le chiffre du jour qui s'invite dans le débat sur la réforme des retraites. Entre 8 milliards et 17 milliards d'euros de déficit pour le régime général en 2025. La date n'est pas choisie au hasard parce que, comme Emmanuel Macron avait dit en 2025, pour mon nouveau système, il faudra partir sur des bases saines. Ça veut dire que normalement, il devrait faire en sorte que ce déficit se réduise et agir. Est-ce qu'il va suivre ces recommandations? C'est toute la question ce matin. Écoutez ce qu'il en disait pas plus tard que le mois dernier. La question qui est posée pour votre génération, c'est est-ce qu'on va devoir cotiser un peu plus pour que le système soit équilibré en 2025 ? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. La question elle a été posée par le Premier ministre à ce qu'on appelle le corps. Si le corps nous dit il manque 8, 10 milliards, on devra dire qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Et le corps nous dit aujourd'hui, il manque 17 milliards, Pascal Perry. Ça veut dire une réforme avant la réforme? Hypothèse haute, c'est entre 8 et 17 milliards d'euros. En fait, probablement autour de 12. Oui, la question qui était posée au corps, c'était de savoir si le modèle actuel, le modèle dans lequel nous vivons, est soutenable à terme. Est-ce qu'il est correctement financé? Est-ce qu'il est sous-financé? Ce que nous dit le corps de façon très claire aujourd'hui, c'est que le modèle actuel n'est pas financé et qu'à ce rythme, pour des raisons qu'on va vite comprendre, il y a beaucoup de retraités qui arrivent aujourd'hui en situation de toucher une pension. Il y a 200 000 nouveaux retraités chaque année et la base contributive est insuffisante. Donc il y a en fait des courbes qui se croisent sur le plan démographique, pas assez d'actifs qui payent pour de plus en plus de retraités. Pour cette raison-là, on est dans un système qui est sous-financé, il va falloir faire des efforts. L'objectif, c'est d'arriver en effet à 2025 sans semelle de plomb, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire à zéro. Il ne faut pas lancer un nouveau système avec une dette qui préexisterait. Et donc le corps apporte aujourd'hui des éléments qui vont sûrement alimenter le débat. Et votre formule est assez juste. Est-ce qu'il faut faire une réforme avant la réforme? Est-ce qu'il faut changer les paramètres avant de changer de système? Le président avait dit, on ne fait pas une réforme paramétrique justement, on ne change pas les paramètres, on fait une réforme systémique. Il va falloir aussi faire une réforme paramétrique, Sacha Houlier? Mais sur ce que vous dites là, sur ce rapport, ça m'inspire 3 réflexions. La toute première, c'est que ce rapport, il était attendu parce qu'il a été demandé par le Premier ministre dans son discours au Conseil économique, social et environnemental, donc devant les partenaires sociaux, le 12 septembre dernier. Et donc ce rapport, il devait présenter le pilotage financier de la réforme, savoir
est-ce que le financement des retraites était aujourd'hui soutenable ? On a la réponse. Le deuxième élément, c'est que ce rapport, il ne vient pas contredire ce que nous disions sur la nécessité d'avoir un système universel, responsable, c'est-à-dire équilibré, et dans lequel chacun ait confiance, c'est-à-dire surtout ma génération, puisse se dire qu'eux aussi, ils auront le droit à une retraite. Parce que la question de la durée de cotisation ou la question de l'âge légal de départ, elle ne se pose pas si la protection sociale n'est pas assurée. Et la troisième chose, c'est que toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent sur l'applicabilité de la réforme, et notamment cette fameuse clause du grand-père, eh bien, elles doivent être analysées à la lumière de ce que dit ce rapport. Et donc ça veut dire que faire porter l'effort de la réforme sur les seules générations à venir, ce n'est pas une bonne idée. On comprend bien, Sacha Houlier, mais moi, ma question, c'était simple. Vous disiez, on fait une réforme systémique et pas paramétrique. Aujourd'hui, le corps vous recommande de bouger les paramètres. Est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous ne le suivez pas ? Ce que je veux dire, c'est que le système aujourd'hui n'est pas équilibré. Et donc, ça ne change pas. Mais on le savait déjà. Quand Emmanuel Macron dit le mois dernier, si le corps nous dit 8 milliards ou 10 milliards, on sait très bien ça ne change pas, un déficit. Ça ne change pas notre opinion, selon laquelle, dans les régimes spéciaux, soit de certains régimes de transport, soit de certaines professions libérales, eh bien, il y a une fusion progressive, il y a un alignement à faire sur le régime général. D'ailleurs, ce régime général, on a réussi à l'équilibrer pour ce qui est notamment des régimes complémentaires et qui représentent 80% aujourd'hui des travailleurs, salariés ou fonctionnaires dans la fonction publique. Céline Terzelletti, vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut suivre les recommandations de ce Conseil d'orientation des retraites, auquel d'ailleurs votre syndicat lui-même appartient et participe ? Ah ben non, nous ne sommes absolument pas d'accord sur le fait qu'il faille absolument prolonger, en tout cas reculer l'âge de la retraite ou voire augmenter le nombre de trimestres qui serait suffisant justement pour avoir une retraite à taux plein. Vous faites rien, alors, on démarre sur un déficit. Ce que pointe le corps, il l'avait pointé déjà au mois de juin, vous l'avez dit, en effet, on le savait, c'est précisément quasi le même rapport, donc c'est pas trop une surprise. Par contre, ce que dit aussi ce rapport, c'est que finalement, ce sont les ressources qui manquent. Et alors que les dépenses se stabilisent, c'est-à-dire que aujourd'hui, et nous c'est ce que nous disons depuis un moment, nous disons que oui, il faut qu'il y ait plus de cotisations parce qu'en effet, nous avons besoin de nouvelles ressources, en tout cas de plus de ressources pour qu'on arrive à un équilibre. Et ça, on peut y arriver. Par exemple, il faut arrêter de geler les rémunérations des fonctionnaires. D'ailleurs, c'est mentionné dans le corps que le fait de cette austérité salariale, c'est-à-dire de ne pas augmenter les salaires, ça, justement, ça ne permet pas d'augmenter les recettes. Le fait de baisser les emplois dans la fonction publique... Si vous augmentez les salaires des fonctionnaires, c'est vrai que vous augmentez le taux de cotisation des retraites, mais vous augmentez aussi la charge publique pour l'État. C'est l'État employeur qui doit cotiser mais l'État, c'est nous, cotise de moins en moins. C'est l'État, c'est nous. C'est l'impôt, mais le fait de baisser l'emploi... Écoutez, c'est bien écrit noir sur blanc sur le rapport, c'est qu'à partir du moment où vous avez une austérité salariale et au niveau de l'emploi, vous avez des baisses, obligatoirement, ça, c'est un manque dans les ressources. C'est bien précisé. Je peux juste vous citer deux chiffres. Oui. Les pensions qui sont versées au titre des fonctionnaires, c'est 57 milliards d'euros par an. La cotisation du côté du salarié et du fonctionnaire, c'est 7 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'écart, il est financé par les impôts et par l'État employeur, par l'argent public. C'est incontestable. C'est incontestable. On peut pas en rajouter. Certains régimes spéciaux et les fonctionnaires. Bon, enfin, tout est un petit peu mélangé. On ne va pas rentrer dans le technique. Non, c'est pas mélangé du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on a la possibilité d'avoir plus de ressources. En l'occurrence, il y a trois possibilités. Il y a plus de richesses. On peut avoir plus de ressources pour le régime des retraites. En l'occurrence, il y a trois possibilités. Et le rapport d'ailleurs du corps les donne, ces trois possibilités, ces trois leviers. Il recommande d'agir soit sur l'augmentation du niveau des cotisations, soit de baisser le niveau des pensions. A priori, les deux premiers ne sont pas retenus par le gouvernement, soit passer l'âge du taux plein à 64 ans, le reporter. Sacha Houlier, c'est vers ça qu'on s'achemine pour pouvoir faire cette réforme ? La première hypothèse n'est pas écartée à deux titres. Sur ce que vous dites, vous avez en partie raison sur le niveau des traitements dans la fonction publique, parce que pour assurer la réforme systémique que nous voulons, nous avons l'intention de revoir certains financements de certaines professions, notamment les professeurs, notamment le personnel hospitalier, dont on sait aujourd'hui que les primes, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul et que certains n'ont même pas de primes. C'est le cas des professeurs du premier degré notamment. Et donc, il faut revoir l'intégralité de la profession pour pérenniser la retraite. Premier élément. Si vous augmentez les salaires, c'est aussi efficace. Pour tout le monde, là, pour le coup, c'est d'abord, juste. Là, on parle pour le coup des fonctionnaires de la fonction publique qui ne sont pas bien traités aujourd'hui, et donc il faudra revoir le métier. Deuxième élément, c'est ce qu'on sait également, c'est qu'il y a un très fort taux de chômage chez les seniors, entre 55 et 64 ans. Et donc, qu'en agissant sur l'emploi de ces derniers,
on génère par essence plus de cotisations, puisqu'on remet des gens en emploi. On ne verse pas de revenus. Là, on s'éloigne un peu de la réforme des retraites quand même. Mais n'empêche que en engageant la réforme contre le chômage. Une question de salaire, là on est d'accord, mais c'est là où il y a un vrai problème. Et sur ce sujet, on a mis les bouchées doubles pour qu'il y ait une véritable action du ministère du Travail envers l'emploi des seniors. Guillaume Quéroux, Monsieur Ollier nous dit la première hypothèse, augmenter encore le niveau des cotisations, et donc pour les entreprises aussi, elle n'est pas écartée. Les cotisations, c'est les salariés et les entreprises qui les payent. Ça vous plaît, ça, ou pas ? Du point de vue de la société qui change, de ce monde du travail qui a été profondément transformé par ces mutations successives. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est quand même de la pédagogie. On est dans un monde qui a complètement changé, on est plateformisé, l'économie s'est complètement bouleversée et tous les modèles sur lesquels on est en train de réfléchir datent maintenant de l'après-guerre. Donc il va falloir réfléchir avec un nouveau logiciel à comment on va peut-être apporter davantage de ressources. Et moi, je suis un fervent défenseur des petites et moyennes entreprises, des travailleurs indépendants, des artisans qu'il ne faudrait pas oublier et qui ont une capacité à transformer le pays par une nouvelle relation au travail. Parce qu'effectivement, soit on va réduire, on a plusieurs solutions, soit d'un côté on réduit les coûts, soit de l'autre, on peut peut-être aussi augmenter les recettes. Et cette transformation du travail, on critique un certain nombre de plateformes aujourd'hui, mais peut être l'une des solutions à partir du moment où on accompagne un certain nombre de réformes. Soumettre au droit social les nouvelles formes de travail, soumettre aux nouvelles formes de travail, social de plus en plus aujourd'hui, effectivement. Alors quand on est dans un cas classique d'un CDI à vie, 35 heures, c'est très bien, mais malheureusement aujourd'hui, c'est plus la réalité. C'est pour ça qu'il faut réformer. Il faut réformer en prenant en compte ces nouvelles mutations du marché du travail et de prendre en compte plutôt une activité, l'activité professionnelle au sens large, et de pouvoir intégrer les jeunes et les seniors et la place des seniors. Ne colle absolument pas à la réalité parce que là où vous avez raison, c'est que les choses ont changé depuis l'après 45, que par exemple les jeunes rentrent dans la vie active beaucoup plus tardivement. Donc par exemple d'augmenter la durée de cotisation, c'est hallucinant parce que là, ça ne permettra pas aux jeunes générations de pouvoir un jour espérer finalement percevoir une retraite à 62, 63, voire même 64 ans, qui n'auront jamais 42 ans ou que je comprenne bien, le Conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme indépendant qui est là justement pour éclairer l'État dans sa décision. Dedans, il y a même des retraités d'ailleurs, lambda, il y a les partenaires sociaux dont la CGT fait partie. Et il nous fait une recommandation. Vous nous faites d'une certaine manière une recommandation. Et aujourd'hui, vous nous dites ah bon, non, il ne faut pas la suivre. Que le corps exulte, j'allais dire, mais tout seul dans son coin. Non, il y a plusieurs recommandations, vous l'avez dit vous-même. Le corps, après on peut prendre ce qui nous semble intéressant dans ce rapport, mais vous le faites, nous on le fait aussi. Il pointe ce problème-là, c'est qu'il y a un problème de ressources. Et le gouvernement, dans le même temps, dit oui, mais nous on ne veut pas toucher à ça. On ne veut pas qu'il y ait plus de part de la richesse qui soit consacrée à la retraite. Donc là, il y a un problème, un vrai sujet. Donc si on ne met pas plus d'argent pour financer les retraites, forcément qu'il faudra soit allonger le temps de travail, soit baisser les pensions, soit... et ça, nous, on n'est pas d'accord, bien évidemment. Nous, on dit que non, on ne veut pas travailler plus longtemps et avoir des pensions plus basses. On ne le veut pas. On va préciser juste un point, c'est une année de travailler en plus, c'est 10 milliards d'euros de ressources additionnelles. On règle en grande partie le problème. Oui, ça, c'est le premier point. Non, mais, sans toucher aux richesses qui sont créées par les grandes entreprises. Je ne parle pas des petites. Attendez, puisque vous dites ça, vous savez, le principe de la retraite, c'est le principe d'une assurance. Je cotise pour obtenir... Attendez. Ça s'appelle... C'est un régime assurantiel. C'est un régime assurantiel. Oui. Vous savez qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle... Attendez, je termine. Oui. Le modèle de Bismarck, dans lequel on cotise pour obtenir une contrepartie. Puis il y a un modèle anglais de Beveridge, du nom d'un ministre, je pense que c'est des choses que vous ne pouvez pas ignorer, qui finance la retraite par la solidarité et par l'impôt. Nous sommes en France dans un modèle qui est mixte. Il y a d'un côté les cotisations, et c'est ce qu'a voulu Ambroise Croizat quand il a fondé la sécurité sociale en 1945. Qui paye la retraite. Je paye pour obtenir une contrepartie dans le cadre, et ça m'est dû. Je suis un individu autonome, j'ai payé mon droit, c'est ça que ça voulait dire, et j'obtiens une solidarité intergénérationnelle.
Premier point. Deuxième point, je vous fais observer que la CSG, qui est un impôt, qui pèse aussi sur le capital, finance déjà une partie des retraites. Est-ce que vous voulez qu'on augmente la dose? La question, elle est toute simple, Mme Verzelletti. Moi, je ne veux pas faire travailler les gens jusqu'à 70 ans. Je dis cependant... Ce sera le cas, hein, si c'est... Non, je dis cependant, ceux qui partent aujourd'hui en retraite à 52, 53, 55 ans, ne peuvent-ils pas faire un tout petit... Attendez, laissez-moi aller au bout. Un tout petit effort, pas aller jusqu'à 64 ans. On ne va pas demander à un conducteur de la RATP de conduire un métro jusqu'à 64 ans, à un conducteur de train de rester jusqu'à 67 ans au pilotage de sa machine. Une petite année additionnelle. On leur reconnaît une spécificité. Ils jouent un rôle particulier dans la société. Ils produisent des transports qui profitent à tous. Nous faisons un effort. Nous conservons des avantages pour ces métiers, mais on leur demande un petit effort en contrepartie. Je veux absolument répondre, parce que ce que vous dites déjà, c'est faux. Dites-moi combien aujourd'hui il y a de personnes qui partent à la retraite à 52 ou 53, 54. À mon avis, vous n'avez pas le chiffre. Non, ils ont la possibilité. Et sur des régimes spéciaux, c'est précisément la raison pour laquelle ils ont la possibilité de partir, mais ils ne peuvent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'eux aussi doivent cotiser autant de temps que les autres. C'est-à-dire, si, je peux vous assurer, qui aujourd'hui, à 52 ans, a pu cotiser pendant 42 ans? Mais on ne cotise pas pendant 42 ans à la SNCF, sûr que si. madame. Mais bien sûr que non. J'apprécie votre débat, je vais juste préciser une chose. Sacha Houlié, on l'a pas beaucoup entendu parler. Lorsqu'on a créé le système de retraite par répartition qu'on connaît, il y avait pour un retraité 4 actifs. Aujourd'hui, on est pour un retraité, un actif et demi. Et donc, on a bien une difficulté sur ce sujet, sur le financement, comme on vient de le voir. J'aimerais quand même qu'on observe et qu'on soit gré à l'ensemble des personnels autour de la table, que ce soit les partenaires sociaux, le gouvernement ou les parlementaires, que dans les 3 hypothèses soulevées par le corps, il y en a une que tout le monde exclut, et c'est salutaire, c'est celle de baisser le montant des pensions. Personne ne l'envisage, et c'est très bien. Maintenant, en revanche, il y a cette question qui se pose en disant, soit on dégage de nouvelles ressources, et donc on trouve du travail pour toutes les personnes qui n'en ont pas à la fin de leur vie, parce que c'est aussi ça. C'est aussi au début de leur vie aussi. Et après, il y a cette idée de l'âge pivot qui est présentée par l'idée du rapport de Levoy. Cet âge pivot, c'est quoi? C'est de dire, à un moment donné, aujourd'hui, on n'est pas à 62 ans au départ à la retraite, on est à un âge moyen où les gens partent entre 63 et 63 ans et demi, et donc qu'on peut dire qu'il y a un âge pivot dans lequel, qui est à 64 ans pour établir l'équilibre. Alors, âge pivot, pardon, je précise pour nos téléspectateurs, âge pivot, c'est l'âge à partir duquel, grosso modo, vous pouvez partir en touchant votre retraite à taux plein. C'est ça que ça veut dire. Juste un tout dernier mot sur ce sujet. Oui, et j'ai une question à vous poser derrière là-dessus. Il y a plein de gens, parce qu'ils n'ont pas les années de cotisation, parce qu'ils ont des carrières hachées, parce que c'est des femmes qui ont eu des enfants, et bien finalement, on leur redonne le droit de partir non plus à 67 ans, mais à 64 ans. Et donc là, c'est un avantage. Alors justement, dans ce rapport, il y a les projections qui sont faites. Si on joue par exemple sur le recul de l'âge de départ, regardez ce que ça donne. Il nous dit en tout cas pour arriver à réduire ce déficit, il faut jouer sur les générations entre 59 et 63. On monte progressivement et en 63, on arrive à 64,4 ans pour partir à la retraite au lieu de 63 ans, comme vous le disiez Pascal, finalement, on repousse d'un an. Sauf que, on accélère ce qu'on appelle l'agenda Touraine. Sauf que, oui, on accélère l'agenda Touraine. Effectivement. Un trimestre cotisé en plus, non pas tous les 3 ans, mais éventuellement tous les 2 ans. Oui, attendez, parce que je voulais déboucher sur une question, si ça ne vous embête pas. Ce rapport nous dit, ça touche les générations 59 à 63. À partir de 63, on est au maxi, et à ce moment-là, c'est stabilisé. Emmanuel Macron a dit à tout le monde, et on l'a bien entendu, ceux qui partent à la retraite dans les 5 ans, ils ne sont pas concernés. Donc là, c'est plus vrai. Est-ce qu'on revient sur cette promesse? C'est fondamental pour ceux qui nous regardent. La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que ce rapport du corps, c'est un éclairage sur la stratégie de financement. Le rapport qui prévaut et qui fige, en tout cas qui fixe le débat sur la réforme des retraites, c'est celui de Jean-Paul Delevoye qui a été rendu en juillet et dans lequel il est bien inscrit que l'âge à partir duquel s'applique la réforme des retraites, c'est la génération 1963. Pour toutes les personnes qui sont nées avant, la réforme des retraites ne s'applique pas. Mais en effet, la recommandation du corps ne dit pas ça. Voilà. Et ça veut dire que finalement, tout le monde sera bien concerné. C'est ce que nous disons tous. On sera tous perdants. Vous êtes autour de la table du corps, comme ça a été rappelé. Et pour autant, ce n'est pas le rapport du corps, c'est un rapport indépendant. Ce n'est pas le rapport du gouvernement. Évidemment, mais il a été commandé par le gouvernement qui
nous dit ah on ne sait pas, mais finalement il n'y a pas suffisamment de ressources, donc vous voyez c'est pas à l'équilibre, donc allez hop on allonge la durée de cotisation pour tout le monde. Nous faisons les arbitrages et nous vous disons je peux vous assurer que c'est malvenu. En tout cas c'est très malvenu dans la période parce qu'en effet même la CFDT l'a dit, s'il y a une réforme paramétrique nous serons aussi dans la rue. Donc très bien, ça c'est très bien pour l'unité syndicale. Moi je dis c'est parfait, il y aura de plus en plus de monde dans la rue le 5 décembre. Premier point, je crois qu'il faut rassurer les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de problème de trésorerie. On peut payer les retraites. Bien sûr, à terme, il y a un déséquilibre qui est lié à la croissance, à la démographie. Il y a un déficit démographique, comme vous l'avez dit. Pardon Pascal, on peut payer la retraite à condition de continuer à creuser les déficits. Alors, non, pas tout à fait, parce qu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle une solidarité instantanée. Aujourd'hui, au moment où on se parle, là, il y a encore suffisamment de cotisants pour payer les gens qui sont à la retraite. Mais demain, et c'est le problème, c'est gouverner, c'est prévoir, c'est éviter d'arriver... Demain, il faudra baisser les pensions si on ne fait rien. Demain, si on ne fait rien, si on ne touche pas les paramètres, le risque, c'est que le modèle ne soit pas soutenable et que le volume des cotisations payées par les actifs ne soit pas suffisant pour payer les retraités. Voilà. N'oublions pas quand même d'autres paramètres qui sont de maintenir une croissance pour notre pays et nos entreprises, de maintenir un taux de chômage qui soit le plus faible possible et de reconsidérer la place des seniors dans l'entreprise, puisqu'au-delà de 55 ans, on a quand même un taux de chômage qui avoisine les 50%. Donc il va falloir complètement revoir ce logiciel formation, compétences et libérer les talents. Faisons-nous quand même plaisir au travail. Et je crois que c'est l'une des clés de la réussite de cette réforme. Une toute dernière question pour conclure. Vous dites non, on ne va pas suivre cette recommandation-là, on ne touchera pas à la génération 59 à 63. Alors du coup, vous faites quoi alors ? Ce que je vous disais sur le sujet, c'est qu'il y a l'instauration de cet âge pivot et du financement du régime des retraites pour l'avenir, à partir de 63, comme on l'a toujours promis. Dès la campagne présidentielle. Vous dites, on ne repousse pas l'âge légal, mais en revanche, si vous voulez toucher votre retraite à temps plein, il faudra aller au-delà. Non, ce que je vous dis, c'est que la réforme ne s'applique pas pour les générations avant 63, comme nous l'avons toujours dit. Et ce que je vous ai dit également, c'est qu'il y a des ressources, ou en tout cas, il y a des moyens pour trouver des nouvelles recettes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce nouvel éclairage dans le débat sur la réforme des retraites. Et effectivement, tout ça avec en ligne de mire cet appel à la grève du 5 décembre et le bras de fer qui se poursuit. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce duel. Bonjour Audrey. Bonjour Olivier. De quoi parlez-vous dans votre émission On va parler tout à l'heure des retraites, de la SNCF et puis d'Emmanuel Macron en opération reconquête des élus. Il est au Congrès des maires tout à l'heure et on recevra le président de la région Normandie, Hervé Morin. Et puis, c'était il y a un an, jour pour jour, l'arrestation de Carlos Ghosn à Tokyo, provoquant un séisme dans l'industrie française et mondiale. Et bien, on recevra le journaliste Philippe Ries, ancien patron de l'AFP à Tokyo, qui a vu Carlos Ghosn il y a quelques jours. Il va nous dire dans quel état d'esprit il est, où en est l'alliance Nissan-Renault. Merci Audrey, c'est donc tout de suite après la pause. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Adrien Denis et Nicolas Sangers pour la préparation de cette émission. On se retrouve dès demain sur LCI.